Bonjour à tous, bonjour. On va commencer, si vous voulez bien vous asseoir, vous approcher éventuellement, vous êtes un peu loin, la salle est grande, ça sera plus intime. On va parler de ruralité, on va parler de terroir, on va... Déjà des clichés. Ça commence bien. Quelques mots d'introduction. Donc, cette table ronde est proposée par France Festival, la Fédération des festivals et du spectacle vivant. France Festival est co-organisatrice du New Deal. Au sein de France Festival, il y a une activité assez importante de recherche, d'études. Vous avez peut-être entendu parler des études SOFEST qui ont rythmé les dernières années, études qui ont été pilotées par France Festival avec le CNRS et le DEPS, le département des études et prospectives de la statistique du ministère de la Culture. Parmi les sujets qui ont été... C'est challenge, hein, quand même. Parmi les sujets qui ont été traités, celui de la ruralité a pris une place importante ces dernières années, ça fait 2 ans. Il y a un groupe de travail qui s'est organisé au sein de France Festival avec les membres de France Festival qui ont voulu se saisir de cette thématique, qui croise aussi des enjeux liés au territoire, à la vie des territoires, et qui croise aussi pas mal les enjeux qui touchent à l'organisation et à l'évolution du fait festivalier. En fait, on s'est rendu compte assez rapidement que réfléchir à la question de la ruralité et réfléchir aux enjeux de cette transformation qui affecte les festivals, finalement entrait assez souvent en résonance. Donc il y avait vraiment ce sujet qui a pris corps au sein de France Festival de manière assez importante. Voilà, je vous parlerai après d'un forum qui est organisé à Rennes, mais on en parlera juste à la fin pour vous donner un peu à Reims, pardon, oui. Oui. Je suis du sud, moi, tout ça, c'est très dans le nord quand même pour moi. J'ai une géographie très approximative. Dès qu'on passe Avignon, je suis un cliché. Pas de problème. Bon, voilà, on va commencer. Merci beaucoup en tout cas. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous avez lu le petit texte de présentation qui a été donné de cette thématique et dans lequel on reconnaît le vocabulaire un peu spécifique de notre secteur. C'est-à-dire qu'en le relisant tout à l'heure, je me disais, finalement, on est vraiment dans le champ sémantique des acteurs du spectacle vivant. Alors on parle c'est presque une approche très technique, on parle d'équipe artistique, d'inscription territoriale, de modélisation, etc. Et on avait envie aussi d'aller vers plus d'incarnation, vers quelque chose d'un peu plus sensible. Et ce que laisse un peu entendre, en tout cas j'espère, la fin de cette présentation, de ce petit texte, où on évoque cette perspective d'alliance féconde, durable, on aurait pu dire désirable et voilà, soutenable. Je me souviens dans les premiers échanges qu'on a eus avec Alexandra, donc la directrice, Alexandra Bobès, la directrice de France Festival, la première version de ce texte, ruralité était au pluriel. Et on s'est interrogé sur est-ce qu'on met ruralité au singulier, est-ce qu'on met ruralité au pluriel, qu'est-ce que ça veut dire d'hésiter entre ces deux possibilités. Et je me suis souvenu, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, Radio France avait, à la fin des années 90, tournant des années 2000, pendant 3 ou 4 ans, je crois pas plus, indiqué France Musique au pluriel. C'était un peu voilà, une manière de dire on est sur la diversité, on est sur l'inclusion de toutes les musiques. Ça n'avait pas tenu très longtemps. Et c'est intéressant de le noter. Donc on est revenu au singulier en se disant qu'il y avait quelque chose qui bougeait là-dessous et qu'il fallait peut-être creuser un peu. Quand on prononce le mot de ruralité, moi je suis allé voir la définition qu'en donne le Centre National. Ce qui vous vient, un mot, vous pouvez le faire plusieurs fois. Vous avez 2 ou 3 idées, vous pouvez envoyer plusieurs mots. Et voilà, il faut... Voilà, maintenant il faut... Ruralité. Normalement, vous pourriez là. Vous devez pouvoir. Un mot, pas de phrase, hein, il ne faut pas faire de phrase, sinon ça ne va rien marcher. Juste un mot, par association libre, et laissez-vous aller à l'émotion ce matin. On va se donner une petite minute. Hein. L'idée, c'est de faire apparaître un peu d'épaisseur derrière ce mot-là,
pour qu'on sorte de l'usage qu'on en a ou qu'on commence à en avoir beaucoup dans nos dossiers de subvention, dans nos propos, on va dire, militants, politiques, institutionnels, pour essayer d'élargir un peu la notion et de la rendre un peu plus incarnée, un peu plus épaisse en fait, que ce qu'on a trouvé dans cette définition initiale du Centre national des ressources textuelles. Voilà, on a 62 réponses, c'est pas mal, c'est juste voilà, pour prendre contact aussi avec vous. Est-ce que tu peux basculer maintenant sur... voilà. Alors, on n'a pas le temps de faire l'analyse de ça, ça pourrait être super intéressant. On fera une capture d'écran, puis on la mettra à disposition. Ça permettra de... Alors, on a beaucoup de choses, liberté, nature, campagne, espace, calme, paysage. On a aussi vaches, oui, il y a des vaches dans le territoire. Inspiration, tranquillité, agriculteur, habitants, paysans, altérité. Donc c'est déjà, vous voyez qu'entre la définition qu'on avait et ce qu'on vient de percevoir là, et je le fais juste de manière un peu impressionniste, et encore une fois, on n'a pas le temps de classer par catégorie et de se dire qu'est-ce que ça signifie. On voit bien que nous vivons des réalités beaucoup plus riches que ce que le vocabulaire et son usage nous imposent. Alors, merci beaucoup, c'était juste... voilà, pas plus. La définition INSEE est intéressante aussi. Jusqu'en 2021, l'INSEE donc donnait une définition de la ruralité en creux, une définition par opposition négative. Ça veut dire que jusqu'alors, une commune rurale, écoutez bien, une commune rurale est une commune qui n'appartient pas à une unité urbaine. Donc ça veut dire quelque chose, hein. Ça veut dire tout ce qui n'est pas la ville, voilà, la campagne, c'est ce qui n'est pas parvenu à devenir de la ville. Bon, c'était jusqu'en 2021. Ça fait un grand angle mort conceptuel quand même, hein. En 2021, l'INSEE fait évoluer sa définition. Elle propose ceci. C'est ça, la définition. Propose un classement, donc l'INSEE propose un classement des territoires selon un indice de densité démographique. Donc on a un dégradé depuis la très grande densité des capitales régionales, des mégapoles, jusqu'à un dégradé qui s'étiole, qui s'efface jusqu'au rien, jusqu'au vide, jusqu'au néant, et on arrive presque à la définition qu'on trouve d'ailleurs dans le rapport de l'IGAC qui a servi de point d'appui à la ministre, de zone blanche. Il ne se passe plus rien dans ces territoires, c'est-à-dire qu'ils disparaissent, ils deviennent évanescents, presque voilà, inexistants. C'est une autre impasse conceptuelle, je pense, cette approche par gradient de densité, comme un dégradé de gris jusqu'à la transparence absolue. La question que j'ai envie de poser et qui va traverser un peu nos échanges, c'est de quelle manière ces représentations affectent nos imaginaires, ces approches qui prennent toujours la ville comme un étalon de mesure et qui fait en permanence une comparaison implicite. Elle n'est jamais toujours explicitée, mais c'est toujours implicite avec la ville. Et comment, au fond, on peut éclairer autrement la réalité ou les réalités des territoires ruraux, de la campagne, en révélant la nature propre, singulière de ces territoires, et pourquoi pas, osons aller jusque-là, le génie propre de ces territoires, c'est-à-dire leur capacité d'engendrement spécifique, qui n'est pas à ramener à ce qui se passerait en ville, une singularité en quelque sorte. Après cette première observation sur la difficulté, ou en tout cas l'absence d'une définition positive de la campagne ou de la ruralité, et avant d'amorcer nos échanges, deux petites remarques sur deux écueils qui me semblent impératifs d'éviter. Le premier, c'est évidemment une conséquence assez directe de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire une approche très misérabiliste, très condescendante de la campagne, c'est-à-dire en fait, la campagne, c'est de la ville en beaucoup moins, donc il faut aider ces territoires qui ne peuvent pas s'en sortir sans l'intervention de gens de la ville. C'est quelque chose qui... et quand on dit « il faut secourir », le « il », c'est toujours la ville, hein, c'est toujours la grande ville, la capitale par rapport aux provinces, la capitale régionale par rapport aux territoires plus reculés, ou en tout cas les territoires de l'arrière-pays ou les territoires de montagne. Là aussi, je pense que c'est une belle manière de rater le rendez-vous avec la ruralité. Et l'autre écueil qui est presque le négatif, ou oui, le négatif de ce premier écueil, c'est de considérer les territoires ruraux comme une espèce d'Eldorado, parce qu'effectivement, il y a une crise des financements, on en a beaucoup parlé avec l'étude de Pierre Laurent, qui est très, très claire là-dessus,
Et il y a peut-être, on perçoit la moindre densité d'opérateurs, l'attention nouvelle ou en tout cas renforcée des collectivités et de l'État sur ces territoires-là, comme une opportunité d'aller développer des projets, parce qu'on y trouvera peut-être, pense-t-on, des moyens plus facilement que dans l'hypersaturation des grandes villes. Je pense que ces deux écueils-là, une approche un peu condescendante et misérabiliste ou un Eldorado, si on pouvait les mettre un tout petit peu de côté, ça nous permettrait de dégager un espace de réflexion, c'est ce que j'espère en tout cas, pour justement percevoir les territoires ruraux dans leur densité, pour le coup, historique, patrimoniale, paysagère, anthropologique, en fait, spécifiquement et en propre. Voilà, c'est peut-être en forme d'introduction définir l'espace de conversation pour justement que les paroles qui vont être prononcées ici soient entendues avec le meilleur relief, en fait, dans leur plus grande justesse par rapport à ces enjeux-là. Voilà, j'espère pas avoir été trop long. Peut-être un premier tour de table. Alors je vais rapidement présenter nos invités au fur et à mesure de leur intervention. Je vais commencer avec vous, Camille Pereira. Le temps de retrouver la bonne page. Je fais une petite notice biographique rapide. Très élargie. Et je pense que c'est important de revenir donc sur la création de Scènes et Territoires, en effet, qui a été développée par les fédérations d'éducation populaire. Donc, pour les citer rapidement, la fédération des MJC, les foyers ruraux, Ligue de l'enseignement et familles rurales, dans chaque département de Lorraine, puis maintenant du Grand Est, puisque ces fédérations départementales ont rejoint le conseil d'administration de notre association. Et donc, Scènes et Territoires, c'est une émanation de ces mouvements d'éducation populaire. Et donc, c'est eux qui donnent les directions stratégiques et surtout, c'est eux qui opèrent avec nous le choix des territoires sur lesquels on va intervenir. Donc, c'est très important pour démarrer, pour bien comprendre comment se place et comment travaille Scènes et Territoires. Donc, cette émanation des mouvements d'éducation populaire, elle se met en place à travers différents projets, donc des projets de territoire qui sont l'activité principale de Scènes et Territoires. Donc on a une vingtaine de projets en simultané sur une vingtaine de communautés de communes, puisqu'on travaille vraiment à l'échelle des communautés de communes. Je pense qu'on y reviendra aussi sur à quelle échelle on peut développer des projets culturels. Donc ça, c'est l'activité la plus importante de Scènes et Territoires et qui se développe d'année en année. Donc c'est des projets de territoire qui se développent entre 6 mois et 3 ans avec des équipes artistiques professionnelles plutôt issues du spectacle vivant, puisque Scènes et Territoires a été créé au départ vraiment sur la discipline du spectacle vivant. Et donc, vous l'avez dit récemment, 2 activités complémentaires qui enrichissent fortement le projet de Scènes et Territoires. La région Grand Est nous a sollicité pour gérer donc, un parc matériel scénique. Donc, c'est un parc matériel qui intègre le réseau des parcs matériels scéniques du Grand Est, qui nous permet à la fois de mettre en œuvre les projets de Scènes et Territoires, d'aménager des espaces non dédiés, des salles des fêtes, des églises, des lieux de patrimoine qui ne sont pas adaptés normalement pour des projets de spectacle vivant avec nos équipes techniques, mais aussi qui fournissent un vrai service de location et d'accompagnement de toutes les associations et collectivités du Grand Est qui ont besoin d'accéder à du matériel. Et donc, à travers ce parc, on a déjà un premier réseau et un tissu de complicité qui se développe avec des acteurs culturels, associatifs. Vous êtes opérateur dans les territoires sans avoir d'équipement en gestion. Et vous êtes en fait une forme d'interface entre le souhait de collectivités, notamment les EPCI, donc les communautés de communes, et des équipes artistiques qui viennent mettre en œuvre les projets que vous avez identifiés. On reparlera de la question de la gouvernance, mais ce qui est peut-être intéressant, c'est dans quel rapport avec justement la demande du territoire, qui est une question quand même assez cruciale dans toutes ces. Dès qu'on parle de projet de territoire, on se dit quelle est la place réellement des habitants, quel est leur niveau de participation et de contribution. On a beaucoup parlé de diagnostic partagé de territoire dans notre échange. Est-ce que vous pouvez éclairer un peu cette manière de faire qui semble être très spécifique à votre et qui vient sans doute de l'impulsion initiale de l'éducation populaire? Oui, alors sur le choix des territoires, en effet, donc il y avait une façon de faire qui s'est développée ces 25 dernières années, qu'on est en train de transformer. Donc jusqu'ici, c'est vraiment les fédérations d'éducation populaire qui
au sein de notre instance, conseil d'administration et AG, fournissait voilà, des informations sur les territoires sur lesquels il y avait une envie ou un manque, ou en tout cas un besoin d'aller approfondir une question, une thématique, d'aller à la rencontre de public. Et donc ensuite, on arrivait sur ce territoire et on proposait en effet un premier diagnostic partagé en impliquant les collectivités et les associations repérées par ces fédérations d'éducation populaire. Ça, c'était la manière de faire jusqu'ici. Et là, maintenant, il y a aussi voilà, des demandes de la DRAC et de la région d'intervenir sur des territoires où il n'y a pas de fédération d'éducation populaire, puisque les fédérations sont aussi en train de subir une perte de vitesse assez importante et une perte d'implantation, en tout cas dans la représentation des associations sur les territoires. Et donc, on a quand même été interpellé par la DRAC Grand Est et la région pour intervenir sur des territoires où il n'y avait pas de fédération. Et donc ça, on est en train aussi de le débattre fortement dans nos instances de gouvernance, puisque ça change fortement le modèle de Seine et Territoire. Et donc, on est en train de mettre en place des comités territoriaux à une échelle qui dépasse celle des communautés de communes, pour le coup, où on implique à la fois les fédérations d'éducation populaire, mais aussi des tiers-lieux, qui sont des nouveaux acteurs en ruralité très présents et qui ont envie de bosser avec nous, les collectivités locales et des acteurs aussi du champ social. On a travaillé récemment avec des réseaux de missions locales, des écoles de la deuxième chance. Voilà, il y a de plus en plus d'acteurs différents qui intègrent nos instances de décision. Et dans ce paysage de partenaires que vous évoquez, les dynamiques relationnelles avec ces différents partenaires, elles sont régulières, ponctuelles, elles viennent de vous, elles viennent des acteurs de territoire qui ont identifié, parce que je crois qu'en fait, vous n'avez pas de lieu, mais vous êtes très identifié comme opérateur. Comment ça se passe en fait? Comment se nourrit ce lien avec les acteurs d'un territoire pour que justement le tissu reste vivant et que les choses puissent se mettre en place de manière assez fine et assez harmonieuse avec les acteurs? Et ben, à l'échelle d'un projet de territoire, je disais, ça peut aller de 6 semaines à 3 ans. Et c'est le fait de venir avec des équipes artistiques professionnelles qui viennent s'implanter sur les territoires pendant ces périodes-là, qui nous permettent de nourrir un projet, des rencontres et une création, souvent des compagnies qui viennent aussi en recherche, développement de projets de spectacles. Donc ça, c'est vraiment à l'échelle d'un projet, d'un territoire. C'est vraiment le lien avec l'équipe artistique qui nous permet de créer régulièrement des rencontres et d'animer des groupes de travail, des groupes de discussion, des groupes d'échange, des associations accueillantes de ces projets. Et par contre, à l'échelle plutôt de nos fédérations et de nos partenaires, on a différents lieux de discussion. On a mis en place des cafés artistiques, par exemple. On les invite régulièrement à rencontrer des équipes artistiques qui veulent proposer des projets en territoire et qui ont besoin de rencontrer ces associations-là. Donc des fois, on est cette porte d'entrée sur vraiment l'artistique. On propose aussi des formations qui sont des formations par exemple au développement de projets d'éducation artistique et culturelle, comment on accueille une équipe artistique et comment on met en place un projet d'éducation artistique et culturelle. Et donc ces formations, on les déploie sur toute la région avec nos fédérations partenaires. Est-ce que si on définissait globalement le projet de Scènes et Territoires comme une fonction d'interface ou des fonctions d'interface entre artistes et habitants, est-ce que c'est quelque chose qui serait correct selon vous, ou est-ce que c'est trop restrictif? On est un peu plus qu'une interface puisqu'on gère vraiment toute l'ingénierie du projet. Donc c'est nous qui mobilisons, une fois que l'équipe artistique est validée par le territoire, les collectivités, les partenaires. On va chercher des cofinancements, parce que nous, on apporte une part des financements DRAC, région, département, qui sont partie intégrante de Seine et Territoire. On a une convention pluriannuelle d'objectifs avec ces partenaires. Et ensuite, pour chaque projet, on va aller chercher des cofinancements, des appels à projets. Voilà, on est vraiment à l'œuvre sur l'ingénierie du début à la fin, et évidemment sur l'établissement d'indicateurs, d'évaluation, de diagnostics, de bilan. Enfin, voilà, on anime vraiment du début à la fin la présence artistique. Alors on n'est pas là à chaque jour de présence des artistes puisqu'on n'est pas assez nombreux dans l'association, mais on essaye de former aussi les bénévoles et les fédérations justement sont nos relais sur ces territoires-là. Et c'est nos complices et c'est eux qui vont accueillir les artistes et nous aider à faire en sorte que ce projet puisse s'implanter dans la durée. Très intéressant. On va garder pour tout à l'heure, on va revenir sur on a abordé deux questions, au-delà de la présentation du contour qu'on a bien entendu, les questions de gouvernance et les questions d'évaluation, qui à mon avis sont extrêmement importantes pour essayer de trouver des modalités de mise en œuvre et des modalités de mesure de la valeur qui sont un peu différentes
des indicateurs, on va dire, quantitatifs, qui sont ceux qu'on a l'habitude de voir nous tomber dessus par nos instances. Merci beaucoup, Camille. On va continuer avec Louise Minier. Alors pareil, avant de vous donner la parole, je fais une petite notice biographique. Donc Louise, vous avez fait un double cursus en lettres et en sciences politiques, et vous vous spécialisez dans les politiques et la gestion de la culture en Europe. Vous avez travaillé un temps dans la diplomatie culturelle en France et à l'étranger, notamment au Maroc et en Albanie, avant de vous installer à Marseille et de faire le choix de mettre vos compétences au service de projets qui entrent en résonance avec vos convictions et votre sensibilité artistique. Depuis plusieurs années, vous accompagnez le développement de compagnies et de projets musicaux en région sud. On peut citer la compagnie Balthazar Montanaro, la coopérative Grand Bonheur, Sonica Vibes, la compagnie Racenia qui était présente hier, la compagnie Terracanto, pour lesquelles vous vous assurez des missions d'administration, de production et de diffusion. Donc vous connaissez bien le monde de la musique et la filière musicale en général. En 2021, et c'est à ce titre que vous êtes ici, vous cofondez l'association Culture Vivace à Fort-Calquier dans le 04, qui porte un festival Jusqu'au Vallon, qui est une manifestation culturelle et scientifique de territoire autour des questions et des enjeux de transition agroécologique, un sujet qui vous passionne et que vous approfondissez depuis plusieurs années. Alors j'aimerais que vous nous racontiez qu'est-ce que c'est que Jusqu'au Vallon, qui a présenté récemment sa 3e édition, qui laisse une place importante au spectacle vivant et notamment à la musique, mais qui l'inscrit dans un paysage de propositions qui va bien au-delà de la musique. Alors pourquoi ça ressemble à ce que vous avez fait et à quoi ça ressemble? Alors, bon, bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à France Festival de m'avoir invitée. Moi, je vous ai préparé une petite présentation du projet de Culture Vivace pour vous permettre de vous situer, d'avoir quelques points de repère, voilà, et vous permettre de me suivre un petit peu dans le projet que je vais vous présenter. Donc, j'ai cofondé l'association Culture Vivace il y a 3 ans maintenant à Fort-Calquier, dans cette petite ville, à 3 km de cette petite ville qui est située dans le département des Alpes de Haute-Provence. Le département des Alpes de Haute-Provence, c'est un département de la région sud qui est le moins peuplé de la région. Les 2 plus grandes villes sont Digne-les-Bains, respectivement Digne-les-Bains et Manosque, qui font 20 000 habitants chacune à peu près, et qui a un paysage très diversifié avec des collines provençales au sud et puis vraiment des montagnes au nord. Nous, on est situé plus précisément dans le pays de Fort-Calquier. Le pays de Fort-Calquier, c'est le pays de l'auteur Jean Giono, qui est un peu notre star locale, mais c'est aussi un pays qui est identifié par sa montagne, qui est la montagne de Lure, dont tous les habitants sont très fiers et qui est parfois surnommée aussi de cousine du Mont Ventoux. Voilà, pour vous permettre de situer un peu le projet dans son contexte géographique. Donc notre initiative prend racine dans ce contexte-là, mais elle prend plus précisément ancrage dans un paysage d'environ 1 hectare, nommé le Vallon, qui est situé à quelques kilomètres de Fort-Calquier, sur un terrain qu'un hôtel nous met à disposition depuis 2020 de façon permanente pour qu'on y déploie nos activités. Ce paysage, c'est un paysage assez diversifié qu'on place en fait au cœur de nos projets. C'est un paysage qu'on pourrait qualifier de terrain de jeu et d'expérimentation pour nous. C'est là que tout se fabrique, c'est là que tout se crée. Il est composé d'un jardin-forêt. Donc, le jardin-forêt, c'est un jardin qui imite l'écosystème de la forêt. C'est un jardin-forêt comestible à vocation pédagogique et expérimentale. C'est nous qui l'avons planté, qui l'avons conçu, qui l'avons planté et qui l'agrandissons d'année en année avec différents projets. Il est aussi composé d'une jeune forêt qui est traversée par un sentier forestier, un sentier sur lequel on organise des balades botaniques et musicales, et enfin d'une prairie, le Vallon, où on a construit un écran de cinéma permanent que vous pouvez voir ici. Le Vallon qui est pâturé plusieurs fois par an et qui accueille surtout le cœur du festival Jusqu'au Vallon chaque année, qui est notre temps fort. Donc notre association, elle vise à sensibiliser les habitants à l'écologie en tant que science des relations, mais aussi en tant qu'art de la relation. En tant qu'art de la relation qui nous invite à repenser la qualité de relation à nos environnements, c'est-à-dire aux paysages, mais aussi aux personnes qui les habitent. Et nous, on s'intéresse plus spécifiquement, comme l'a mentionné Michael, à l'agroécologie. L'agroécologie, qui est un mot qui désigne en général une discipline scientifique, mais que nous, on utilise plutôt pour parler d'un mouvement social qui
vise à créer des logiques de médiation entre les humains et les écosystèmes qu'ils habitent. Donc on déploie nos activités à partir d'une approche, vous l'aurez compris, du coup très pluridisciplinaire de l'écologie, avec des propositions à la fois culturelles et artistiques, mais aussi des propositions scientifiques et techniques. Les activités de l'association, globalement, s'articulent autour de 3 pôles. Il y a la médiation et l'action culturelle qu'on met en place tout au long de l'année sur le site avec différents publics. Les résidences, en lien avec l'hôtel Charambeau, qui nous met à disposition des chambres pendant sa période de fermeture, puisqu'il a un fonctionnement saisonnier. Et puis le festival, qui est vraiment le point saillant un peu de notre activité. Donc le festival Jusqu'au Vallon, c'est l'occasion en fait de réunir pendant un week-end, dans un même espace-temps qui est le Vallon, des habitants et des acteurs du territoire issus de tous les milieux, de tous les secteurs d'activité, de toutes les disciplines, pour parler des enjeux liés à l'écologie, au paysage, à l'alimentation et à l'agriculture. Et donc on propose en fait de croiser différents regards, différentes approches pour parler de ces enjeux-là. On réunit donc des artistes, des musiciens, mais pas seulement, aussi des plasticiens. Là, on avait des conteurs, conteuses cette année. On réunit aussi des agronomes, des botanistes, des penseurs de l'environnement. Tous ces gens qui sont chacune issus de différentes disciplines, mais de différents secteurs d'activité, pour que chacune apporte son éclairage et sa contribution aux pensées de l'écologie. Pour vous donner un exemple un peu concret, une journée type du festival Jusqu'au Vallon, en tant que festival vraiment pluridisciplinaire, c'est de pouvoir proposer dans la même journée des ateliers au jardin. Un spectateur va pouvoir participer à des ateliers au jardin, des ateliers de cuisine, une balade, une conférence, du débat d'idées, mais aussi et un concert bien sûr, et aussi par exemple un temps de repas partagé. Le repas, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qu'on soigne aussi dans notre programmation, la qualité de la nourriture, et c'est vraiment, ça fait partie, c'est comme une proposition à part entière en fait dans le festival. Et on part du principe que c'est vraiment important de soigner ça, aussi parce que la nourriture, c'est peut-être le dénominateur culturel commun le plus petit, celui qui permet de relier vraiment les gens les uns aux autres. Et c'est dans ces moments-là informels d'interconnaissance que le lien se construit aussi. Donc je parle beaucoup d'écologie, mais vous devez peut-être vous demander où sont la culture et la musique dans ces propos. Pourquoi est-ce qu'elle met sur un même plan finalement la culture et l'écologie ? Eh bien parce que pour nous, la culture et l'écologie ont ceci en commun, qu'elles sont toutes les deux finalement des dynamiques transversales à la société qui doivent infuser dans tous les pans de la société. C'est-à-dire que même si elles se matérialisent différemment d'un secteur à l'autre, d'une discipline à l'autre, par exemple, les logiques, on doit penser nos modes de production et de consommation dans tous les domaines, y compris dans le domaine culturel. Donc ces enjeux écologiques-là, ils s'appliquent aussi à tous les domaines. De la même façon, un projet de territoire, pour nous, est nécessairement culturel au sens, dans son acception anthropologique, justement. Dans un sens vraiment élargi, en fait. Donc la culture comme l'écologie sont toutes les deux à la fois des contributions et des conditions au projet de territoire. Par ailleurs, il est très important pour nous de mêler les énergies artistiques aux énergies citoyennes, d'associer les artistes à notre démarche, puisque les artistes ont clairement un rôle à jouer aussi dans les enjeux écologiques, le fait aussi de rehausser les enjeux écologiques dans le débat public, et que les artistes aussi ont un rôle à jouer dans la transformation des territoires. Et au même titre que les scientifiques, les artistes sont aussi des passeurs qui nous permettent finalement de créer un tissage entre entre les pratiques, les sensibilités, les savoirs, et ils construisent, ils façonnent l'imaginaire collectif. Donc il est très important pour nous de... Et je voulais juste conclure sur le fait que en fait, la musique aussi trouve tout son sens dans notre démarche, puisqu'elle nous permet de nous relier à notre environnement, et que l'expérience musicale en soi est aussi une expérience sensible d'attention et de présence au monde. Voilà. Merci beaucoup, Louise. Il ne s'agit pas de conclure parce que ça ouvre énormément et on va revenir là-dessus. On va prendre le temps avec Yannick, mais
Je voudrais relever une chose qui me paraît en tout cas très, très claire dans les deux projets, mais particulièrement dans ce que vous venez d'exposer ici, c'est la volonté de réencastrer en fait, la question culturelle dans le champ social, c'est-à-dire dans une communauté humaine donnée. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus à la culture comme en permettant de distribuer une offre culturelle, faire circuler des productions, des objets culturels aussi magnifiquement produits et avec le sens extraordinaire qui a été investi dedans. Mais pas seulement ça, mais d'interroger la résonance de ces projets-là dans un bassin de vie, dans des relations avec des acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs du monde culturel. On en parlait hier dans d'autres tables rondes. Et là, il y a une fécondité, à mon sens, à interroger, qui est la place des artistes dans la contribution au sens partagé dans la vie d'un territoire. Et je crois qu'il y a des choses qui vous rapprochent de manière assez nette. Alors, ça me permet de faire une transition, et j'ai gardé l'interview, enfin de Yannick Guillot à la fin, pas à la fin, en troisième position, parce que, alors je vais faire une petite présentation aussi. Yannick, vous êtes un élu de territoire, et ça m'intéresse beaucoup de voir comment tout ça résonne de là où vous êtes. Donc vous êtes un élu de terrain, c'est vraiment l'incarnation d'un élu de terrain. Vous avez été maire de Saint-Ouen en Brie, en Seine-et-Marne. C'est une commune de 833 habitants, j'ai trouvé ça sur l'INSEE, qui vous renouvellent leur confiance depuis 2001, qui est déjà un signe. Vous avez été élu président de la communauté de communes de la Brie Nangisienne, un bassin de vie qui regroupe 20 communes et 28 000 habitants. Ce qui vous a amené à prendre des responsabilités dans les associations d'élus, l'association des maires de France de Seine-et-Marne, l'association des maires ruraux de France du même territoire, dont vous êtes d'ailleurs l'un des vice-présidents. Vous êtes membre du conseil d'administration national de l'AMR Île-de-France. Vous siégez dans pas mal de commissions, dont celle de la culture, et que vous représentez dans les COREPS, les DRAC, les commissions d'experts, j'imagine. Vous avez eu, et ça c'est assez singulier et très intéressant, une vie professionnelle dans le spectacle vivant, puisque vous avez été musicien professionnel, technicien du son aussi, et régisseur pendant de nombreuses années. Voilà, ça nous donne une grille de lecture de tout ça assez intéressante. Peut-être, avant de réagir à ce qui a été dit, et peut-être de sortir des choses auxquelles vous êtes particulièrement sensible, dans l'échange qu'on a eu au téléphone, vous m'avez dit, et ça rejoint ce que j'ai dit en introduction, les zones blanches quand même, voilà. Comment vous percevez ce regard qui est porté sur les territoires dans lesquels vous vivez, dans lesquels vous avez pris des responsabilités, quand on les regarde en considérant qu'il ne s'y passe pas grand-chose, qu'il n'y a pas de réseau, quoi, ces zones blanches? Il y a quelque chose qui m'a tapé dans l'œil tout à l'heure quand il y avait les réponses des personnes sur leur perception de la ruralité. Il y a quelqu'un qui a marqué désert culturel. Je peux vous garantir que je suis beaucoup plus inquiet du désert médical que du désert culturel, parce que on a quand même une vie en France avec des très riches, et je raconte toujours cette anecdote. Une année, on avait fait le congrès des maires ruraux justement en Aveyron. Il y a cette année-là, la thématique avait été la culture, et on a un techno du ministère de la Culture qui était venu nous faire une présentation de la culture en milieu rural. Et il nous a présenté des grandes cartes, et donc il y a du bleu, du rouge, du vert, du jaune, mais il y avait quand même pas mal de blanc. Et à un moment donné, je me suis permis de lui demander, je lui ai dit, mais le code pour le blanc, c'est quoi? Et il a eu que l'homme de répondre, ça c'est des endroits où il ne se passe rien. Alors j'ai dit, écoutez, je connais bien 2 départements, je suis originaire de Lorient, donc le Morbihan je connais, je suis en Seine-et-Marne maintenant, je connais bien la Seine-et-Marne. Je peux vous garantir que quand vous ouvrez un Ouest France un vendredi soir, dans le Morbihan, il y a de quoi faire pratiquement partout, entre les fest-noz, le jazz, les pièces de théâtre et ainsi de suite. Et là, donc, il a eu cette réponse absolument géniale de me dire, ah oui, mais nous, on ne peut analyser que ce qui est conventionné, subventionné. À partir de là, ça a été à peu près le même rire dans la salle, par contre on était 800. Voilà, donc je pense qu'il y a un côté, parce qu'à la limite, vous avez commencé par poser la question, c'est quoi la ruralité? J'aurais envie de dire aussi, moi je vais vous retourner la réponse, c'est quoi la culture en fait? Elle commence où la culture? C'est le spectacle vivant, c'est le spectacle justement organisé, mais finalement à la limite, je dirais, des mères de famille qui font un regroupement l'après-midi pour s'échanger des recettes de cuisine étrangère, on est aussi dans un partage de culture. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une vie qui est très riche, mais qui n'est pas forcément répertoriée. Après, il y a justement, ce qu'il faut voir, c'est que le tissu rural, il est maillé d'une part, effectivement, par les communes et maintenant par les EPCI, mais il y a aussi une énorme responsabilité, un énorme engagement de la vie associative. Donc c'est vrai que souvent, ce sont des toutes petites associations qui vont être porteurs de projets.
Alors effectivement, ce n'est pas des projets qui ont forcément une grande dimension, mais c'est des projets qui font que la culture existe en territoire. Même s'ils ne font qu'un concert à l'église et une pièce de théâtre à la salle des fêtes dans l'année, ils amènent quand même la culture auprès des gens. Et c'est ça qui est intéressant. La plus grosse difficulté, je dirais, qu'on a en tant qu'élus maintenant, c'est de faire comprendre à nos administrés qu'ils ont de la qualité à la porte de chez eux. Alors moi, c'est encore plus caractéristique dans le sens que je suis une communauté de communes rurales, mais en Île-de-France. Donc on a toute la concurrence de ce qui se passe sur Paris et tout. Et là, on est content en fait d'avoir mis en place une politique culturelle, mais ça suppose aussi de professionnaliser un petit peu la chose, c'est-à-dire avoir au niveau de l'EPCI un chargé de mission au niveau de la culture, ce genre de choses, qui peut aller chercher du spectacle, qui peut être l'interlocuteur de la DRAC, qui sait aller chercher les subventions. Parce que le gros problème qu'il y a maintenant dans la culture, et ça c'est vrai partout, aussi bien dans la Creuse qu'en Seine-et-Marne, je vois moi plein d'associations qui étaient actives, mais c'est devenu un tel bazar pour pouvoir monter un dossier, obtenir une subvention, c'est des appels à projets, c'est des machins, c'est en ligne, mais il y en a plein qui laissent tomber. Il n'y a plus la spontanéité qu'il y avait à un certain moment. Donc là, je pense que justement, nous, en tant que PCI, on peut apporter cette logistique un petit peu comme vous le faites. Bon, nous, on le fait au niveau d'un territoire qui est plus petit. Chose essentielle, par exemple, coordonner les moyens. C'est la première chose que j'ai fait. Bon, vous l'avez rappelé, il se trouve que j'avais été dans la profession avant, mais quand j'ai été élu au niveau de la communauté de communes en tant que président, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au service technique de faire le tour de toutes les salles de la communauté de communes pour répertorier les surfaces de scène, les puissances électriques, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une sono, est-ce qu'il y a de l'éclairage, est-ce qu'il y a... Voilà. Ce qui permet après que quand mon chargé de mission, il va pour prendre un spectacle, ben, on va regarder tel type de spectacle. Oh, ben, sur le territoire, on dit, allez, ça, si on fait 200 personnes, ce sera bien. Donc, quelle est la salle qui contient 200 personnes pour faire du théâtre, et ainsi de suite. Ça, c'est hyper important. Ce sont des petits détails, mais ce sont des détails qui simplifient la vie, mais d'une façon absolument incroyable. Et il y a des fois, justement, ça peut être aussi un motif de refus. On vous propose tel spectacle. C'est quoi votre cahier des charges? C'est quoi votre fiche technique? Ben, désolé, on ne peut pas vous accueillir sur le territoire, on est trop petit. Alors il y a plusieurs choses là-dessus, en tout cas, c'est aussi très riche. Vous avez évoqué la question de où est-ce que ça commence la culture, où est-ce que ça s'arrête. Est-ce que partager des recettes de cuisine, alors c'est pas le débat qu'on va ouvrir là, parce que c'est un débat passionnant, définition extensive, anthropologique de la culture, dans le droit fil des droits culturels, ou définition restrictive issue des beaux-arts. Enfin, vous connaissez cette opposition de phases un peu complexe à gérer pour nous, professionnels de la culture, qui cherchons des montées en légitimité de nos initiatives. Bon. Donc c'est un débat en soi, et on fera une autre, j'espère, une autre table ronde sur qu'est-ce que c'est que la culture. Il y a cette première, en tout cas vous le pointez, c'est-à-dire c'est des territoires dans lesquels il se passe beaucoup de choses sous le radar. Effectivement, l'institution ne sait voir que ce qu'elle subventionne, ce n'est pas un défaut, c'est une modalité d'intervention. Pour reconnaître, elle définit des périmètres, et définissant des périmètres, elle fait des effets de bord. Ben, vous êtes dedans, vous êtes dehors, c'est comme ça. Mais il n'empêche que ce ne sont pas des territoires dans lesquels il n'existe pas de culture. Ça, c'est un premier point, je pense très important de souligner ça. La deuxième chose que vous évoquez, c'est le fait qu'on a besoin d'une connaissance très fine du territoire et de ses ressources. Et là, vous citez le cas de connaître les capacités, les lieux d'accueil, leurs capacités, leurs limites, pour pouvoir ensuite déployer une programmation, ou en tout cas une proposition, une offre culturelle sur le territoire au plus près des habitants. Je pense que c'est quelque chose qui est partagé par les trois intervenants. Être dans un territoire, c'est connaître très très précisément, et ça n'est jamais fini, c'est-à-dire on découvre toujours une grange, une salle des fêtes, et on se dit tiens, là il y a un nouvel espace. Ça c'est le premier point. Je pense qu'il y a consensus là-dessus, donc ce qui veut dire qu'en fait, en creux là aussi, venir sur un territoire sans rien connaître de ses capacités ou de ses ouvertures, quelque chose qui est un peu comme un plateau de Monopoly sur lequel on fait tomber des initiatives, ça arrive, ça existe, c'est peu fécond en réalité. L'autre chose, c'est justement le rapport à l'offre culturelle. Et là, il y a des modalités qui sont différentes parce que les trajectoires sont différentes. Comment vous imaginez, alors c'est une question que je pose vraiment à tous les trois, et merci d'y répondre avec ce que vous êtes. Quelle est la place des habitants, des personnes qui sont concernées par l'offre qui va être proposée, dans la définition ou dans l'approche de ce que vous allez mettre en œuvre? Est-ce qu'ils ont une part
décisive? Est-ce qu'ils ont une part consultative ou est-ce qu'ils n'ont pas de part? Je fais référence à ces trois modalités en référence aux travaux de Joël Zask, qui a travaillé beaucoup sur la question de la participation. Qu'est-ce que ça veut dire participer? Est-ce que c'est simplement venir assister à un concert? C'est un degré de participation, c'est pas nul, mais on peut aller jusqu'à la contribution pleine et entière, c'est-à-dire une contribution à la définition et de ce que va être la vie culturelle du territoire qu'on habite. Donc, quel est le réglage pour vous de la place des habitants dans la définition de l'offre culturelle qui existe dans vos territoires? Question complexe, je sais bien. Oui, c'est assez complexe. Alors, il y a plusieurs modes d'opération pour nous en fonction des territoires et de ce qu'on ressent au moment du diagnostic, du niveau d'expérience des associations. Il y a beaucoup d'associations pour qui c'est un premier projet culturel et qui viennent de se créer, qui viennent d'adhérer finalement à ces fédérations d'éducation populaire et qui veulent expérimenter un projet culturel. Donc on démarre doucement avec la rencontre avec les artistes et puis on choisit aussi dans les équipes artistiques des équipes qui arrivent à intégrer dans leur projet la participation des habitants quand on trouve que c'est pertinent. Donc c'est aussi dans le choix de l'équipe artistique que ça va être assez décisif. Mais il y a des projets des territoires où on est depuis plusieurs années, et on continue à travailler ensemble et on va vers de plus en plus de participation. On a des projets où, par exemple, on a des groupes adolescents, après avoir fait le diagnostic en fait, du non-renouvellement dans les associations du volontariat et du bénévolat, on a proposé un parcours de visionnement de spectacles et d'intégration d'un jury professionnel à des adolescents pendant 1 an. On les a emmenés donc vers ce jury professionnel, ils ont choisi un spectacle, ils vont l'accueillir dans des accueils collectifs de mineurs, et donc on les intègre vraiment du tout au tout, en passant par des ateliers techniques pour comprendre comment on lit une fiche technique, comment on accueille un artiste, etc. Donc ils ont vraiment eu un parcours complet, donc ça c'est un super exemple de participation totale. Et qui se poursuit avec ces associations-là. Mais voilà, ça c'est un très bel exemple. Il y a des endroits où on n'arrive pas à ce niveau de participation, évidemment, et où la participation va être plutôt de l'ordre de la convivialité, de l'accueil des artistes, de l'hébergement, et pour créer des complicités, et déjà juste les faire venir au spectacle, parce qu'ils auront rencontré ces équipes artistiques. Donc ça c'est plutôt le premier niveau, on va dire. Et, voilà, donc on voit qu'il y a une gradation, en tout cas, de l'investissement possible des habitants dans leur territoire sur les sujets dont on parle. Louise, vous avez organisé un paysage d'activités, on va dire ça comme ça, dans ces 3 journées de festival, dans lesquelles vous assurez une direction artistique, enfin du propos général. Est-ce qu'il y a une place pour les initiatives qui viennent du territoire, qui vous surprennent et dont vous dites tiens, ça c'est intéressant, je vais l'incorporer? Comment ça se fabrique? Est-ce qu'il y a une place des habitants dans le dessin, le contour du festival jusqu'au Vallon? Complètement. Oui, tout à fait. En fait, il y a plein de modalités en fait, d'implication des habitants dans le festival. Déjà, voilà, après, on constitue une équipe d'environ 40 bénévoles, qui s'agrandit d'année en année. Hein. Là, on n'est qu'à notre 3e édition. On est un tout jeune festival, mais voilà, on a une 40aine de bénévoles qui sont mobilisés tout au long du festival, et puis et en amont et en aval aussi. Ensuite, en fait, on connaît assez bien, je pense, en fait, tous les acteurs de la société civile de ce pays-là, pas uniquement de Forcalquier, mais vraiment du pays de Forcalquier, Montagne de Lure, et donc qui fait qu'on trouve toujours une façon aussi de leur donner de la visibilité sur le festival. Par exemple, on sélectionne et avec soin aussi, justement, on a des stands et on les sélectionne avec soin aussi, on les met beaucoup en valeur dans notre communication. Et on travaille avec eux sur qu'est-ce qu'ils pourraient proposer. Là, par exemple, il y a un maraîcher qui est venu, qui a tenu un stand pendant les 3 jours, mais qui a aussi animé une visite du jardin à la découverte du maraîchage sur sol vivant. Donc, il n'était pas uniquement à finalement à cette place voilà, il faisait aussi de la sensibilisation sur son stand. Il faisait pas que de la vente. Et voilà, on les envisage aussi vraiment comme des acteurs du territoire qu'il faut impliquer dans la programmation. Puis après, il y a aussi toutes les logiques de coopération avec les acteurs économiques, les acteurs touristiques, culturels, non culturels du territoire. On travaille avec des boulangeries qui nous mettent à disposition,
qui nous mettent à disposition leurs ressources pour le festival. On travaille avec évidemment l'hôtel Charambeau qui, lui, nous aide plutôt avec de la ressource humaine pour le montage, le démontage. Enfin, voilà. En fait, on crée une sorte finalement de communauté d'intérêt autour du projet pendant, j'allais dire une semaine, mais plus en fait, parce que... Et si on revient sur la partie, pour zoomer sur la contribution des artistes, puisqu'on est plutôt ici dans cette dynamique-là, d'une contribution des musiciens, pas simplement au concert, mais dans quelque chose qui déborde de ça. Il y avait, je crois, une proposition autour d'un chemin, si j'ai lu correctement, un chemin dans le Vallon, dans lequel il y avait une proposition imaginée par les deux artistes invités du duo dont on a vu les images, à interagir. Comment ça s'est organisé ça? Est-ce que c'est cette résonance-là, et c'est quelque chose qui raconte aussi cette volonté d'un lien, d'une relation aux environnements un peu sensible? Oui, alors oui, en effet, on a construit une proposition qui était une balade des fantaisies musicales et poétiques avec deux musiciennes qui sont qui ont découvert le lieu, qui ont pensé des propositions vraiment en lien direct avec l'environnement. Et on a travaillé ensemble en fait à co-construire cette proposition avec différentes étapes, différents avec différentes propositions tout au long de cette balade. Mais en effet, c'était quelque chose de complètement unique et singulier dans le festival. Et donc, en fait, pour elles, c'était aussi, je pense, une sorte de carte blanche qu'elles ont vraiment. Elles se sont vraiment régalées à faire ça, je pense. Et donc sur peut-être Yannick, en effet, sur le fait d'organiser et de permettre les conditions d'une offre culturelle de qualité sur un territoire plus près des habitants. Est-ce que cette réflexion de la place des habitants, au-delà de les souhaiter au concert comme spectateurs, est-ce que c'est quelque chose qui est au travail de votre côté? Ah, complètement. Et puis en plus, je dirais qu'en tant qu'élu, on se doit d'avoir une vision complètement transversale. Et moi, ma vision, en plus, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, je considère que dans la mission culturelle que j'ai en tant qu'élu, je dois aider à faire émerger des projets du territoire, parce que en creusant aussi, on s'aperçoit que sur notre territoire, on a des musiciens, des acteurs, des peintres, des écrivains. Donc, comment valoriser cette richesse qu'on a à proximité? Et de l'autre côté, je dirais, alors là, ça va peut-être paraître un petit peu prétentieux, mais je pense qu'on a aussi vocation à avoir une démarche pédagogique vis-à-vis de nos administrés. C'est-à-dire que il y a des fois, il y a des gens qui n'auraient pas l'idée d'aller à un concert de musique classique, n'auraient pas l'idée d'aller au théâtre, et finalement, en leur proposant ça avec un accès à côté de chez eux, c'est intéressant. Là, j'ai une expérience qui est très récente parce que c'était la semaine de la rentrée. Ça fait 2 fois que je travaille avec eux. J'ai fait venir le MUMO, donc le musée mobile du centre Georges Pompidou, et l'autre, c'était cette année, c'est celui de la FRAC. Donc en fait, il y a eu 4 jours qui ont été dédiés au centre de loisirs scolaires. Le samedi, c'était tout public. Ce qui est intéressant avec eux, c'est que ils font des pointages, ils font des statistiques de tout ce qu'ils font. Donc c'est des remontées un petit peu intéressantes pour nous. Et là, par exemple, c'était quand même donc de l'art contemporain, vraiment hyper contemporain, donc, enfin, pas forcément quelque chose que les gens vont chercher de prime abord. Et sur le samedi, j'ai eu 502 visites. Sur les 502 visites, 108 personnes n'avaient jamais mis les pieds dans un musée. Donc là, je me dis, j'ai peut-être pas perdu ma journée quand même, parce que quand ils vont aller en vacances quelque part, s'ils voient musée, ils oseront peut-être rentrer, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Et quelque chose aussi qui est essentiel, et je sais qu'avec ma vice-présidente Ghislaine, on travaille énormément là-dessus, c'est quand on fait des projets au niveau de la communauté de communes, que ce soit en ponctualité, donc concerts, pièces de théâtre, ce genre de choses, ou résidences, parce qu'on a aussi des résidences aussi bien picturales que chorégraphiques, que ce genre de choses, on essaye toujours de mettre dans la boucle les écoles. C'est-à-dire que s'il y a un concert de harpe le samedi, il y a une harpiste qui va faire la tour des classes et qui va aller présenter. C'est pas forcément celle qui joue le samedi, ça peut être une autre. On a un partenariat avec une association qui est absolument géniale pour ça, ce sont les concerts de poche. Donc qui eux, justement, il y a la star qui vient le samedi, mais ils ont des gens très compétents qui sont très pédagogues, qui vont dans les classes présenter l'instrument ou le style de musique,
Mais on l'a fait aussi avec une actrice qui a travaillé. Alors, on pourrait se dire, les Fables de La Fontaine, c'est pas neuf, hein, on n'est pas dans l'art contemporain, mais c'est quand même quelque chose qui fait partie de notre patrimoine. Elle a fait une sensibilisation aux Fables de La Fontaine dans 2 écoles du territoire. Et moi, j'étais absolument baba. Le dimanche après-midi, quand il y a eu la restitution qui était faite avec les gamins, j'avais 350 personnes dans la cour de l'école pour des Fables de La Fontaine. Donc, ce qui veut dire que les gamins, ils tirent les parents. C'est-à-dire que le gamin, quand il a participé à un stage, il dit moi, je voudrais aller samedi voir le truc. Et ça, c'est hyper important pour occuper le territoire. Mais là encore, à un moment donné, de toute façon, quelles que soient les questions qu'on se pose, on passe aussi par l'humain. Et puis, sur mon territoire, j'ai des écoles qui jouent systématiquement le jeu. Dès que je propose, on me dit oui, bien sûr, on vient. Et puis, il y en a d'autres où c'est des fins de non-recevoir, parce qu'il y a piscine ce jour-là. Ok, merci beaucoup. Merci, c'est intéressant. Oui. Il nous reste une petite demi-heure. Je voulais pas oublier de parler des questions de gouvernance, parce que je pense qu'on l'a un peu évoqué, et des questions d'évaluation, c'est-à-dire comment on appréhende la réalité de ce qui est vécu, de ce qui est proposé, autrement que par des approches quantitatives qui sont très limitées, qui nous paraissent en tout cas très limitées. Ça, c'est une vraie question qui est au travail, y compris au ministère de la Culture. Peut-être qu'on pourra en dire 2 mots là-dessus rapidement. Et évidemment, on ne peut pas clore une table ronde sur la question de la ruralité sans évoquer le printemps de la ruralité, cette démarche qui a été impulsée par la ministre Rachida Dati suite au rapport de l'IGAC, et de savoir quelle est votre perception éventuellement de cette initiative. Il semble qu'elle veuille s'incarner, elle a été réaffirmée récemment. Et après, on aura un temps de questions, une vingtaine de minutes qu'on gardera pour... voilà. Donc un premier tour sur les enjeux d'évaluation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble un levier pour faire reconnaître ces initiatives? Il faut faire bouger l'évaluation, il faut imaginer, alors peut-être pas des critères, mais d'autres modalités d'évaluation pour être plus synchrone avec les enjeux justement de participation, de sensibilité des territoires. Ou est-ce que c'est pas un sujet au travail dans vos réflexions? Alors nous, c'est un sujet qui est intégré depuis longtemps dans nos façons de travailler, puisque c'est une modalité par laquelle on passe avec les territoires à la fin de chaque projet, pour voir justement si on continue, si on approfondit, si on s'arrête parce qu'ils se sentent les moyens de continuer sans nous. Est-ce qu'on a réussi à transférer vraiment les compétences et à créer une démarche d'autonomie pérenne avec les associations? Alors en général, ça se fait pas en un an. Il y a des territoires en 3 ans, parce qu'il y a un élu, un agent et des associations qui matchent, ça se passe super bien. Souvent, c'est des territoires où les compagnies avec lesquelles on travaille ont envie de s'installer à la fin, et du coup, elles se posent vraiment la question, parce que finalement, il y a de plus en plus aussi d'équipes artistiques qui s'installent sur les territoires pour quelques années et qui poursuivent cette démarche-là, donc ça, c'est très intéressant. Et donc ça, pour moi, c'est par exemple un critère d'évaluation d'une hyper réussite, une compagnie qui a envie de s'installer pour plus longtemps et qui trouve les moyens avec les élus locaux et les associations de développer un projet pérenne. On a en effet des critères assez sensibles de l'implication de bénévoles, j'en parlais. Après un projet culturel, alors on gère aussi, j'en ai pas parlé, mais par exemple on gère le dispositif des francopholies, des immersions en région Grand Est. Ces immersions-là, pendant une semaine avec des groupes de musique qui viennent travailler avec les habitants, ça a déclenché des révélations chez des jeunes, vraiment. Donc ça, c'est aussi des critères hyper sensibles qu'on valorise auprès de nos partenaires et qui permettent aussi de montrer la force de ces projets en ruralité. Donc l'implication des gens dans les associations, dans les projets. L'installation de compagnies en est un autre exemple. Voilà, il y a plein d'exemples qui sortent des critères habituels, on va dire, de juste fréquentation du spectacle, nombre d'heures d'action culturelle, qu'on doit évidemment aussi répertorier. Et ces modalités, au-delà des critères quantitatifs, c'est des choses que vous définissez vous-même avec les parties prenantes, ou c'est des choses qui vous sont demandées de manière externe, ou c'est parce que vous voulez rendre compte de ce qui s'est vécu que vous essayez de trouver d'autres manières de raconter? Je me rappelle l'expression ça me vient soudain là, Jean-Pierre Chrétien-Gony, qui est un metteur en scène qui travaille beaucoup sur les droits culturels. Un jour, dans une table ronde, il a dit, et j'ai trouvé l'image assez marquante, il dit: quand on veut évaluer, il y a 2 manières. Il y a les choses qui se comptent, et il y a les choses qui se racontent. Et j'avais trouvé que la formule était extrêmement juste, parce que si on ne fait que compter,
on passe à côté ça raconte des choses, hein, le chiffre évidemment, mais on passe quand même beaucoup à côté de ce qui fait l'essence même de nos engagements professionnels ou militants, selon comment on veut doser. Ouais, juste un tout petit mot, en effet, sur cette évaluation. On s'accompagne aussi de chercheurs maintenant. Donc, on travaille avec le Labo des Cultures, par exemple, qui nous a accompagnés sur les 3 dernières années du déploiement de l'été culturel, parce qu'on porte une centaine de résidences chaque été depuis 3 ans, en plus des résidences de projets de territoire sur 1 à 3 ans. Donc ça, c'est avec des équipes émergentes qui sortent d'écoles d'art depuis moins de 5 ans et qui viennent pendant 3 à 7 semaines en résidence sur les territoires ruraux. Et c'est un dispositif sur lequel on est beaucoup moins présent sur le territoire avec les artistes. On est vraiment au démarrage dans l'appairage entre le lieu et l'artiste, dans la définition du projet, dans la transmission des moyens, le conventionnement, etc. Mais on ne peut pas aller voir ces 100 résidences pendant l'été. Et donc, on a demandé au Labo des Cultures de nous accompagner justement sur cette évaluation chiffrée et non chiffrée de l'écho et de l'impact de ces résidences-là, parce qu'on avait besoin de savoir si c'était vraiment pertinent d'avoir autant de résidences. Au-delà de l'accompagnement des projets des équipes émergentes, est-ce que ça a eu un vrai impact sur les territoires? Et donc on continue aussi cette évaluation sensible avec le Labo des Cultures qui nous permet de prendre de la hauteur aussi. Et je dois rappeler aussi ici que nous, les premiers à qui on doit rendre compte, c'est en proximité. Parce que, comme je dis toujours aussi, moi je me bats au quotidien pour amener la culture dans l'agriculture. Et c'est vrai que les projets culturels, il y a des fois pour les faire passer dans les commissions délibérantes, c'est pas toujours aisé. Et je veux dire, en tant que président de communauté de communes, quand je dis qu'il y a besoin de 150 000 balles pour faire un bout de route, il y a toutes les mains qui se lèvent. Et quand je dis qu'il faut 1500 € pour aider une association pour boucler un concert, là, une discussion qui dure 4 heures sur si elle a statué, c'est remis à la commission suivante. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe tous les jours, hein. Et ça faut vraiment tenir compte. L'autre critère d'évaluation, je pense que c'est le côté qualitatif. Et là, justement, je dirais, c'est le côté rural qui est le plus appréciable. C'est le côté justement convivialité et proche justement de nos administrés. C'est que là, je vois, nous, on est à notre 2e saison culturelle au niveau de la communauté de communes. Et il y a quelque chose, moi, que je trouve très révélateur, c'est qu'il y a des têtes que je vois systématiquement à tout ce qu'on propose, c'est-à-dire des gens du territoire qui se sont rendus compte et qui viennent nous dire, alors justement, c'est comment intéressant quand vous dites comment associer les administrés. Comme c'est des petites salles, des petites structures, on peut discuter après avec les gens. C'est quelque chose d'ailleurs qui est énormément apprécié des artistes qui sont parfois des grandes têtes d'affiche qui viennent jouer chez nous. C'est que justement, le violoniste qui vient jouer dans la salle des fêtes à Saint-Ouen-en-Brie, il est à 4,50 m de tout le monde. Alors que quand il est à Pleyel, les gens sont loin, ils ont payé 10 fois le même prix pour pouvoir assister au spectacle. Et eux, après, ils restent discuter. L'autre jour, on a eu Marie-Christine Barrault qui est venue présenter son spectacle, mais on a cru qu'elle partirait pas discuter avec tout le monde, mais elle est restée, mais elle était enchantée. Il commençait à raconter des anecdotes au niveau du village. Enfin, c'est absolument, il y a cette chaleur-là aussi qui est très très importante. Et ça, c'est un retour sur investissement, alors qu'il est peut-être pas chiffrable, mais par contre, si le retour chiffré, nous, on le donne aux autres élus, c'est-à-dire que quand on est sur les projets culturels, effectivement, il y a des fois, ça nous est arrivé de prendre un bouillon parce qu'il y a un spectacle qui n'a pas fonctionné. Pourquoi des fois, il suffit une qualification d'une équipe de foot et puis le spectacle qui devait être plein, il n'y a plus personne le soir. Bon, ça peut arriver, mais dans ce cas-là, les autres élus, justement, nous demandent en disant, le truc, il y avait combien de personnes? 6, et ça a coûté ça. Waouh! Bon, c'est vrai qu'il faut à chaque fois qu'on aille défendre le bout de gras. Et après, on a disons, les partenariats qu'on tisse aussi, parce que quand on fait des conventions avec la DRAC ou ce genre de choses, pour obtenir justement ou des résidences ou des spectacles, forcément, après, il y a tout un travail d'analyse pour voir comment ça s'est fait, comment ça s'est bien passé, comment il y a moyen d'améliorer, combien de personnes ça a touché, et ainsi de suite. Juste rapidement sur la question de l'évaluation, il y a effectivement les chiffres, tout ça, mais nous, je pense que ce qui est important, en tout cas ce qu'on fait, nous, à chaque fois après le festival, c'est que on fait des rendez-vous avec chaque partenaire et avec chaque invité pour essayer d'avoir des retours et vraiment des retours qualitatifs, et essayer de prendre le temps en fait de discuter à la fois de la forme, du fond, de voir ce qu'on pourrait améliorer globalement sur l'organisation, sur le contenu. Et en tout cas, je pense qu'il faut prendre le temps vraiment de faire ces échanges qualitatifs-là avec toutes les parties concernées. Et pas uniquement entre nous
au sein de l'équipe, pas uniquement au sein des bénévoles, avec les partenaires, avec les invités. Et après, voilà, il y a aussi la question de l'évaluation qu'on doit faire auprès des institutions. Et là, C'est plus compliqué. normé, c'est plus normé déjà. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour. Sur chaque sujet, il y a quelque chose qu'on pourrait déplier. On ne le fera pas évidemment. Peut-être passer au temps des questions si vous en avez. Peut-être que la question du printemps de la ruralité va remonter tout naturellement, je me dis. Bonjour. Dans ce débat, on remarque que finalement, la culture en ruralité est essentielle. Elle est possible, elle donne de très bons résultats finalement. Mais ce qu'on remarque encore, et ça aurait pu être une autre question, c'est qu'en fait, il est encore, et moi je le vois aussi sur un territoire dans lequel je vis en ruralité, il est encore très difficile de faire passer aux maires des villages, aux présidents de communautés de communes, à l'ensemble des politiques, des élus, tous ces projets. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut faire? Je vois, nous, on a créé aussi, grâce à la FEVIS Occitanie, pour être plus fort et aller parler aux politiques et montrer, on a fait une carte avec des chiffres, voilà, avec ces beaux résultats. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que finalement, on soit plus entendu, quoi? Quand on entend qu'à la ministre de la Culture a été demandé à un moment donné de mettre des parcs Astérix dans toute la France, enfin, je veux dire, ça fait peur aussi sur l'avenir. Donc comment on peut encore plus sensibiliser voilà. J'étais passé à côté des parcs d'Astérix, j'avoue. C'est une info. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est possible? Est-ce que Alors c'est vrai que nous, souvent sur les territoires sur lesquels on intervient, on a un complice principal qui va être souvent l'élu à la culture et on essaie de l'aider à convaincre les autres élus de l'importance de ces projets culturels. Et je pense qu'en ce sens, le fait d'aller vers le champ social, par exemple, nous permet d'aller chercher d'autres thématiques de travail, d'autres façons de travailler, d'autres associations. On a des projets qui travaillent avec des maisons de retraite et des collèges, donc on travaille le lien intergénérationnel, la solidarité. Enfin, on essaye d'aller vers des thématiques avec ces élus à la culture qui sont plus larges, qui intègrent d'autres secteurs et qui du coup peuvent aider à convaincre aussi de l'importance des projets culturels et de tout ce que ça peut développer, de tout ce que ça peut engranger en fait un projet culturel sur un territoire. Donc ça c'est une façon de faire. Après on essaye aussi de mettre en place vraiment des parcours dédiés aux élus au sein de festivals, donc de les emmener voir des spectacles, de les emmener rencontrer des équipes artistiques pour que le choix vienne de plus en plus d'eux, c'est-à-dire qu'ils ont vu le spectacle avant de proposer l'équipe artistique aux autres élus sur le territoire, leur donner les clés de compréhension d'un spectacle, c'est très important. Donc on travaille ces parcours élus avec l'Agence culturelle Grand Est, avec le festival Momix par exemple, qui est en Alsace. Et donc c'est des choses qu'on est en train de vraiment de plus en plus développer pour leur donner les moyens de convaincre. Je pense que la force de conviction d'un élu qui est moteur, c'est essentiel dans tous les territoires. On ne peut pas s'attendre à ce que tous les élus, mais même en ville, à ce que tous les élus soient passionnés par la chose culturelle. Donc souvent, on s'appuie sur, et c'est le cas avec Yannick évidemment, mais et lui-même me disait dans l'entretien qu'on a eu, des fois je suis le moteur de la décision dans une assemblée délibérante parce qu'il faut embarquer. Voilà, la vie d'un élu, c'est aussi bien d'autres sujets que la question culturelle et on peut comprendre ça. Donc je pense que la question de la rencontre et de la conviction et de la présence vraiment réelle, c'est-à-dire de personne à personne, entre élus, entre équipes, est essentielle. Oui, donc je ne vais pas faire de commentaires sur Rachida Dati, hein, je vais m'en abstenir, sachant que quand même le printemps... Il y a déjà un commentaire. Quand on sait quand même que le printemps de la ruralité a été lancé au Val-Briard en Seine-et-Marne et que c'était à 60 km de Paris, donc c'était un petit peu loin pour que la ministre puisse se déplacer. Voilà. Donc je pense que c'était un effet, et de toute façon, cette position du printemps de la ruralité, je pense que c'est en grosse partie une façon d'essayer d'envoyer un message aux gilets jaunes, et ça se limite à ça. Il y a dans les fêtes, là, je vois bien. Et puis c'est surtout ce côté rapport qu'il peut y avoir à la culture. J'ai un exemple récent. Là, j'ai une association qui a un projet absolument génial. Ils ont réalisé
un grenier à l'ancienne, donc il y a plein de choses à découvrir et ça crée du débat, ça crée du conte, ça crée... Et en fait, ils ont participé justement parce il y avait une opération cet été qui était une subvention de la DRAC dans le cadre du tourisme culturel. Ils ont candidaté et le seul retour qu'ils ont eu, c'est votre dossier n'est pas retenu. Point. Il n'y a pas d'explication pourquoi. Il y a pas... Alors que quand on regarde le cahier des charges, ils sont mais pile poil dedans. Seulement, c'est une petite association qui avait besoin de 3 000 € et on a dû dire ouais bon, c'est que c'est pas sérieux quoi. Ouais, André. Ouais. Je le donne tout de suite. Merci beaucoup. Je suis André Caillot. Juste une intervention en 3 points. D'abord, ce débat est passionnant. Merci beaucoup de le tenir parce que je pense qu'il est effectivement très, très important. D'une part, première réaction. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de territoire sans culture. Alors, je le constate. En fait, j'ai par liaison familiale, je vais beaucoup dans la Mayenne et je vois beaucoup de gens dans le milieu agricole notamment qui créent leurs propres affaires, qui font du théâtre, qui font de la musique, qui pratiquent. Et voilà, pour moi, les droits culturels, c'est vraiment là. Et ils nous montrent effectivement un exemple absolument génial. Et je vois des gens qui viennent se former, qui viennent au cours Florent, qui veulent approfondir leur art, mais qui sont eux-mêmes porteurs de leur propre culture et qui n'attendent pas qu'on leur amène tout ça, mais en même temps, qui sont prêts à aller au spectacle, évidemment. Donc ça, c'est vraiment, faut le retenir. Et j'espère que le printemps de la ruralité saura entendre tout ça. Deuxième point, je suis par ailleurs le porteur d'un petit festival de jazz à Port-Bail-sur-Mer, dans le Cotentin. Et c'est la 4e édition que nous allons faire cette année. Et Mickaël a eu la gentillesse de venir nous rendre visite une fois ou deux déjà. Et on voit bien qu'il nous faut du temps pour pouvoir installer des événements comme ceux-ci. Et le temps, c'est de l'argent, pardon de le dire comme ça, mais c'est vrai que vous, en tant que maire, vous le savez, aujourd'hui, la fragilité des financements des collectivités locales est en jeu. Et aujourd'hui, c'est très difficile de maintenir des petits événements comme ceux-ci, ou sans doute comme ceux que vous portez ici ou là sur vos territoires. Et c'est vraiment important de nous donner du temps pour développer la relation aux habitants, mettre en place des opérations avec les collèges, les lycées, les enfants et les habitants des territoires, pour que petit à petit, on partage ensemble notre envie, notre désir d'amener la musique et de partager la musique avec les gens qui sont sur le territoire. Donc du temps et de l'argent nécessaire. Et troisième point, il se trouve que je suis des JM France, le président des JM France aujourd'hui, et nous avons il y a peu de temps fait notre présentation de saison à Chaville, et on a eu l'intervention de votre collègue Gérard Poujade avec ce film qui s'appelle Nos mères, que vous devez connaître sans aucun doute. Et je vous témoigne ici d'un engagement de nos équipes de bénévoles. Il y avait 300 personnes ou 400 personnes dans la salle qui, sur les territoires, veulent effectivement aller au plus près, justement pour répondre aux questions qui sont les vôtres. Hein. Il y a des salles non équipées qu'on pourrait équiper, des équipements techniques dont on a besoin pour qu'on puisse effectivement proposer effectivement des spectacles pour les jeunes publics et de la pratique artistique un peu partout. Je pense que tout ceci fait en sorte que nous devons aujourd'hui prendre en compte cette partie-là de façon très clairement, comme tout le reste, et que ça ne passe pas en dessous des radars. Pour arrêter au ministère de la Culture pendant très longtemps, je vois très bien ce que vous voulez dire par rapport aux radars, des filtres que constituent les labels d'État. Et aujourd'hui, il faut prendre en compte tout ceci sur les territoires et aller au plus près. C'est juste un témoignage. En tout cas, merci pour vos interventions. Merci André, merci beaucoup. Avec plaisir. Oui, bonjour, Laurence Martin, je suis chargée de mission ruralité au ministère de la Culture. Donc, je voudrais tout d'abord remercier les intervenants pour leur présentation de projets tout à fait intéressants. On a donc d'ailleurs, je crois, un bon panel, hein, puisqu'on a à la fois Scène et Territoire, une initiative associative qui vient de l'éducation populaire, qui existe depuis plus de 20 ans, une scène Art et Territoire, donc un label avec la scène Chaillol, et puis une initiative plus récente avec vous, et puis bien sûr un maire rural, sans qui évidemment les initiatives culturelles ne peuvent pas émerger. Alors je voudrais peut-être dire 3 choses. La première, je voudrais revenir sur la question des zones blanches pour lever un malentendu. Quand le ministère de la Culture, en 2018, c'était au moment du lancement du plan Culture chez vous par Françoise Nyssen, a parlé de zones blanches, quand le DEPS, donc le service des études du ministère de la Culture, a parlé de zones blanches, il s'agissait de zones blanches du service public culturel. Donc c'était effectivement de manière très précise que le DEPS avait identifié les territoires où il y avait moins d'un équipement culturel public pour 10 000 habitants. Et c'est à partir de là qu'ont été identifiés 86 territoires qui ont été définis comme des territoires culturels prioritaires. Donc,
Par ailleurs, c'est vrai que cette notion a été mal comprise et qu'elle a fait lever, ce qu'on peut comprendre, beaucoup d'émotions, notamment chez les élus de ces territoires culturels prioritaires, en disant mais enfin nous ne sommes pas des zones blanches, nous ne sommes pas des déserts culturels, il y a de la culture chez nous. Et évidemment qu'il y a de la culture partout. Mais si on veut bien recontextualiser cette analyse du DEP, c'est-à-dire par rapport à la notion de zone blanche du service public culturel, je pense qu'on sera tous d'accord pour reconnaître qu'en termes d'aménagement culturel du territoire, les territoires sont diversement pourvus. Maintenant, un deuxième point sur le printemps de la ruralité. Printemps de la ruralité, c'est une initiative extrêmement importante du ministère de la Culture. C'est une grande concertation nationale qui a mobilisé d'abord une concertation numérique avec plus de 35 000 connexions. C'est des débats dans toute la France organisés par les DRAC, 44 débats organisés par les DRAC et les DAC. C'est des contributions, plus d'une centaine de contributions d'acteurs nationaux. Les résultats de cette concertation ont été publiés le 11 juillet et ont souligné l'importance des initiatives culturelles. Donc je m'inscris évidemment en faux contre l'idée selon laquelle le ministère de la Culture ne reconnaîtrait pas les territoires ruraux comme des territoires culturels. Au contraire, nous insistons sur l'importance des initiatives culturelles et sur l'importance pour les acteurs publics d'accompagner ces initiatives culturelles qui viennent souvent du monde associatif. L'autre chose, je voudrais rappeler que le 11 juillet, la ministre de la Culture a annoncé un plan culture et ruralité extrêmement audacieux, important, avec 23 mesures, et que dès 2024, 19 de ces 23 mesures vont pouvoir être lancées. Et par ailleurs, je tiens aussi à dire, pour répondre à ma manière, à mon endroit, à la question de cette table ronde, projet en ruralité, quel partenariat, quelle inscription territoriale. Sur la question de partenariat, je pense que vos différents témoignages montrent clairement que par rapport aux initiatives culturelles, il y a deux partenaires principaux, d'une part les collectivités et d'autre part la DRAC. Et puis sur la question de l'inscription territoriale, on voit effectivement comment le fait de travailler avec les différents acteurs donne du sens et de la cohérence au projet. Et puis, je voudrais dire aussi que l'importance dans la manière dont le ministère de la Culture intervient sur les territoires, il y a bien sûr les labels qui maillent le territoire. Il y a évidemment les institutions culturelles de manière plus générale qui sont soutenues par le ministère de la Culture. Et il y a un certain nombre de dispositifs nationaux et d'opérations nationales qui contribuent également à la vie culturelle des territoires. Monsieur, vous avez dit que vous aviez une convention avec la DRAC, que vous receviez le MUMO dans votre commune, enfin, que vous receviez également concert de poche. Donc on voit à quel point effectivement, il y a des dispositifs dont les maires peuvent s'emparer. Voilà, donc je crois que c'est important effectivement peut-être de redire ces différents points. Voilà pour ma contribution à ce débat. Merci beaucoup, merci. Oui, une question ici. Bonjour, Karine Letiec, Ensemble Calliope, directrice artistique. J'aimerais rebondir, Monsieur Guillou, sur apporter mon témoignage à votre activité, puisque notre ensemble va travailler avec vous cette année dans un cadre de lien entre le patrimoine de votre territoire et en travaillant avec la musique contemporaine, et de faire le lien avec le patrimoine aussi, qui est le patrimoine archéologique de votre territoire, avec des sites, notamment un site merveilleux, et de rajouter dans le panel de la diversité que vous avez tous évoqué, ce lien aussi que la musique peut interroger, voilà, des sources très 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 profondes. Et je témoigne justement de la qualité de vos équipes, parce que ça fait des mois que nous avons travaillé ensemble avec votre vice-présidente, avec votre chargée de mission, pour justement passer au travers de ces difficiles formalités avec la DRAC, avec les formulaires,
Bon, nous, on apporte notre compétence de 25 ans de montage de ce genre de projet, de 7 ans de travaux avec les archéologues, les scientifiques, dans des musées comme le musée d'archéologie nationale ou le musée de l'Homme. Et maintenant, c'est une joie de travailler avec vos équipes, d'aller rencontrer les écoles, d'aller rencontrer les professeurs, les chorales, les associations d'archéologie, et de monter un projet qui va se manifester par un grand moment de convivialité pendant les journées d'archéologie au mois de juin, mais qui est en fait plus d'un an de travail avec vos équipes. Vous parlez de cette notion de tête d'affiche ou de personnes qui sont liées à la médiation, avec les concerts de poche, avec qui on travaille évidemment aussi. Mais c'est vrai que voilà, c'est juste un témoignage de cette force vous incombez. C'est une joie vraiment de travailler avec vous cette année dans cette résidence. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça. Non, par contre, ça me fait dire aussi que vous êtes l'exemple parfait de ce qui va se passer, disons, dans une grande dimension, mais que j'essaye de faire aussi tout au long de l'année dans une plus petite dimension. C'est-à-dire que souvent, je me sers lâchement de la culture auprès des élus, et je me sers lâchement du patrimoine, c'est-à-dire que je crée des événements culturels sur le patrimoine des communes, et du coup, comme ça met en valeur le patrimoine des communes, et en plus c'est hyper intéressant parce que il y a ce qu'on va faire avec vous, mais là par exemple récemment j'ai fait, c'était un spectacle de contes. Les contes ont été faits dans un lavoir, et c'était que des contes, c'était que des histoires de lavandière. Voilà, donc en fait, ça crée quelque chose, ça crée une dynamique. Et bon, pareil, j'ai déjà fait un spectacle de chorégraphie suspendue sur un clocher d'église. Le maire, au départ, quand on lui a proposé ça, il nous a pris un peu pour des zinzins. Et finalement, après, c'était quelqu'un qui votait pratiquement toujours contre les budgets culturels. Et comme tous ses habitants sont venus le voir en disant « Ouais, c'était génial ce qui s'est passé chez vous sur l'église et tout. » Puis on l'avait jamais vu ça. J'avais jamais vu qu'il y avait tel gargouille, tel machin comme ça. Il est tellement content. Maintenant, il me suit sur tous les projets. Donc voilà, non, mais c'est important. Je crois qu'on arrive au terme de cette table ronde. Peut-être une dernière question et quelques infos. Oui, Marine Berthet, donc pour Cordon Malade en Ardèche et Quatuor de Bussy. Plus qu'une question, c'était d'intervenir sur cette idée de la participation, donc tant sur le territoire, de ce que peut inscrire des compagnies artistiques qui veulent travailler sur un territoire rural, sur le temps nécessaire, le temps de la mise en lien. Je pense que c'est très important, on en a parlé à tous les niveaux, mais ce temps-là, il a aussi besoin d'opérateurs culturels. Donc c'est l'articulation en fait entre le temps de l'habitant, du bénévole, du travail sur le territoire, mais qui a aussi besoin de l'opérateur culturel, et on l'a vu, on a parlé d'interface, mais plutôt d'ingénierie de projet culturel pour mettre en œuvre tout ça. Et ça, je pense, on n'a pas suffisamment parlé peut-être de la gouvernance, on n'a pas pu parler de tout, mais comment partager cette gouvernance ensemble avec l'importance de chacun dans ce processus et de se donner le temps donc, de la rencontre et du processus sur le territoire. Et donc c'est un peu ce qu'on essaye nous de faire en Ardèche, parce que moi j'ai beaucoup travaillé, et notamment dans le cas dans un travail que j'ai fait et que j'incite et j'en parle tout le temps, de culture et ESS, économie sociale et solidaire, de comment s'inscrire sur un territoire. Et j'ai travaillé avec le CNAM et OPAL sur cette formation, et si vous pouvez avoir une attention particulière là-dessus, c'est comment partager ces compétences multiples, hein, mais en se donnant le temps. Voilà. Donc peut-être que ça serait une suite de débat, donc on puisse parler de cette gouvernance-là. Oui, moi je suis un peu frustré aussi forcément, mais c'est le propre même de ces exercices. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faudrait des tables rondes spécifiques qui deviendraient un peu techniques forcément, mais ça c'est peut-être des groupes de travail à venir au sein de nos fédérations, nos syndicats, sur l'évaluation, sur la gouvernance, sur justement le fait de faire sortir la culture de sa conception comme secteur et plutôt comme dimension de l'existence. Et de ce fait-là, avec une résonance beaucoup plus forte dans les bassins de vie dans lesquels on intervient. Peut-être pour terminer, j'avais envie de vous lire un tout petit, parce que ça fera la conclusion, puis en plus c'est sorti d'un bouquin qui a été édité par le ministère de la Culture, donc ça s'appelle « Du partage des chefs-d'œuvre à la garantie des droits culturels ». C'est les actes d'un colloque qui s'est tenu à Paris en décembre 2019. Et c'est Patrice Meyerbeach qui s'exprime dans un très très bel article
où il questionne justement cette place de la culture, cette redéfinition nécessaire pour pour aller au-delà de cette définition par secteur d'activité, comme on a souvent l'impression. Euh, donc je vous lis ça, c'est pas très long et ça inspirera. Faut-il choisir entre une conception réduite, mais administrativement claire, et une conception transversale, proche de la complexité anthropologique, mais trop difficile à gérer, parlant de la culture, hein, bien sûr. Oui, il faut choisir pour la seconde, tout en valorisant les spécialisations nécessaires, sans perdre de vue l'unité du domaine culturel. Tel est le défi, il est incontournable. Cette position est concrète et légitime, car si elle est en mesure de répondre aux droits fondamentaux de chacun, c'est parce qu'elle libère les voies stratégiques les plus prometteuses. Elle focalise sur les liens de renforcement mutuel entre les différents secteurs qui composent le domaine culturel. Elle relie les domaines entre eux et permet leur fécondation mutuelle en lieu et place des cloisonnements. Elle est féconde et libre. Voilà, merci beaucoup. Merci à nos intervenants. Vous trouverez derrière ce QR code un ensemble de ressources. Il y a toute la documentation qui a été proposée par nos intervenants. J'ai mis aussi une petite notice bibliographique, enfin des choses que j'ai lues récemment sur ces sujets-là, de participation, de citoyenneté, de ruralité, de droit culturel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a 2-3 articles récents dans la presse nationale qui traitent de la question de la ruralité, des territoires et de la place et de la fonction de la culture. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et bon appétit.